Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On attaque le 30e jour de compétition. Ça fait déjà un mois que les concurrents sont partis et on a déjà des premiers passages au Cap Lewin. Les 3 premiers sont passés au Cap Lewin et donc désormais place au Cap Horn pour les concurrents. Mais autant vous dire que ça va durer longtemps le passage entre les deux caps parce que là, voilà, il faut traverser tout l'océan Pacifique. Donc on retrouve presque un peu de civilisation avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, même si on passe quand même assez loin de ces deux pays. Puis bon, bah, ensuite on part vraiment dans la solitude et l'extrême solitude de ce Vendée Globe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, qui vous a plu, qui vous a déçu sur les dernières 24 heures. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça me permet en plus de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus les vidéos sont mises en avant par la plateforme YouTube. Et puis deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la situation météo. Alors vous voyez, les conditions sont pas les mêmes pour les différents concurrents. En ce moment, on voit qu'il y a on va dire qu'on est dans une fin de dépression pour Charlie Dalin. Thomas Ruyant lui attaque un peu le début d'une nouvelle dépression qui est même il est plutôt dans une zone de transition en fait globalement. Je dirais pas qu'ils sont dans de la molle, mais ils sont vraiment dans des conditions pas si évidentes que ça. Notre ami Johan Réchaud et notre ami Thomas Ruyant. Donc voilà, ils ont du vent qui vient en plus. C'est pas vraiment une dépression. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça ce phénomène, parce qu'on n'est pas vraiment sur une dépression. Là, c'est presque le vent en fait de l'anticyclone qui s'est enroulé et qui donc descend très bas. Voilà, ils sont un peu dans une zone avec deux anticyclones. Vous avez un anticyclone là, un anticyclone là, et ils sont dans une zone bloquée entre deux anticyclones, mais où il y a quand même pas mal de vent et surtout il y a pas mal de mer dans cette zone-là quand même. Donc on a, vous voyez, 4,50 m le nom de la zone des glaces et ouais, même Charlie Dalin, il y a quand même du 3 mètres de mer. Tout le monde est dans. Il y a beaucoup de concurrents là qui sont vraiment dans de la mer forte. Vous voyez, même sur toute la carte, à part Salboche-Verès, qui est un petit peu plus au nord, vous voyez, qui est dans de la mer calme. Sinon, tout le monde est un petit peu dans des mers difficiles. Au niveau du vent, tout le monde a du vent. Il y a peu de concurrents qui sont vraiment dans une zone, on va dire, de grosse transition. Je dirais que ceux qui sont le plus en difficulté, eh bien, c'est Pipe Air, Romain Athanasio et Damien Seguin aussi, qui sont un peu dans des zones calmes. Sinon, tous les autres ont quand même du vent. Si vous voyez Conrad Coleman, ça avance quand même. Même si sur les 4 dernières heures, c'est un petit peu plus calme, avec seulement 22 000 de parcourus, mais ça avance quand même pas mal pour tous les concurrents. Il n'y a pas vraiment de coureurs, gérés, à part ceux qui sont au niveau du Cap de Bonne-Espérance, là, notre ami belge, je ne dirais pas son nom, Van Winneberg, et Amédéo et Manuel Cousin, où ça avance peut-être une chouille moins, et encore, ça va quand même à 330 000, c'est peut-être plus le belge qui est à 237. Même Jingun Chu ça avance et en fait il n'y a que Salboche-Verès vraiment qui avance pas. Il y a un enchaînement de dépression, mais vraiment la situation météo dans les heures à venir, si on regarde globalement, c'est Romain Athanasio. Là on est sur le groupe Athanasio Pipe Air Dutreux. C'est plus eux qui devraient être en difficulté avec une zone de transition à gérer avec peu de vent et qui devraient rattraper aussi dans 24 heures, je dirais, le groupe Boris Herman et peut-être même Paul Meillat dans une trentaine d'heures, cette zone de molle. Donc c'est pour ça que Paul Meillat-Bestaven, ça serait bien qu'il quitte très vite cette zone-là, où la zone d'exclusion est assez haute pour pouvoir potentiellement aller un petit peu plus au sud. Parce que tant qu'ils sont bloqués dans cette zone-là, ils vont se retrouver dans une zone avec très peu de vent dans 2 jours. Donc ça serait bien de réussir à s'extirper, parce que sinon, l'écart avec Charlie Dalin et les hommes de tête va encore augmenter. Et les bateaux à dérive vont être vraiment dans une grosse dépression qui va les emmener pendant 2-3 jours. Donc ça va être intéressant pour eux
de ce côté-là et qui devrait rattraper, je pense, Athanasio ici, quasiment juste avant le Cap Lewin, hein. Cette dépression-là, voilà. Je pense que voilà, après on est un petit peu loin et puis derrière, bon, ça continue d'avancer, hein. Si on rétrograde un petit peu sur l'arrière de la flotte, bon, vous voyez que Salboge Verres il va être dans de la molle bon, il est mal embarqué, hein, très clairement. Je pense qu'il n'a pas fait les bons choix et vous voyez qu'il va y avoir du vent un petit peu plus fort pour Jing Kunshu, mais l'avantage c'est que ça sera dans une zone loin du Cap de Bonne-Espérance, donc peut-être avec un petit peu moins de mer. Et encore, oui, mais surtout moins de courants contradictoires, surtout par rapport au Cap des Aiguilles. Mais voilà, il faudra faire quand même attention pour les concurrents de l'arrière-flotte qui vont se retrouver quand même avec pas mal de mer. Mais voilà, une situation typique de mer du Sud. Donc voilà, vous avez compris un petit peu l'idée dans les mers du Sud, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de dépressions. Il faut sauter d'une dépression à une autre, faire des petits sauts de puce, on va dire, de dépression à dépression, et éviter les zones de molle, et avoir des zones de transition qui soient pas trop terribles. Et là, on voit que ça va être le problème de Dutreux, de Athanasio, de Piper, qui vont être dans une zone de molle énormément. Et puis pour les autres concurrents, ça va pas être évident, parce que vous voyez, le terrain de jeu va être extrêmement réduit pour les Paul Meillat et surtout pour les Clarisse Kremer et autres, qui risquent de se retrouver un petit peu bloqués. Donc il va falloir faire attention aussi pour eux, quand on voit l'évolution météo dans les jours à venir. On affinera ça peut-être demain ou après-demain. Hein, au niveau de, enfin demain, ça c'est sûr, je pense au niveau de la météo, on aura peut-être plus de choses à dire qu'aujourd'hui, où là on est vraiment dans une situation qui est assez similaire au dernier jour. Je vous précise aussi dès maintenant, jeudi la vidéo sera plus tard, et je pense de jeudi à dimanche les vidéos seront plus tard. On n'aura pas les vidéos à midi, tout simplement parce que déjà jeudi je suis pas disponible le matin, et ensuite il y a le biathlon. Où il y a des courses ce matin, pile au moment où j'enregistre d'habitude. Où il y a des courses à 11h. Donc les vidéos seront plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quelle heure. Je ne sais pas si je fais les vidéos genre à 16h ou 17h. Et donc vous les avez vers 17h30. Et je pense ce qui se déroulera de cette manière-là pour vendredi à dimanche. Donc si les vidéos seront un petit peu plus tard, encore une fois avec pas mal de courses au programme du côté du biathlon. Du côté de Orfilsen. Et surtout des courses le matin, donc ça c'est pas l'idéal pour moi. Des courses il y a une course en fait souvent qui aura lieu vers 11h et l'autre aura lieu vers 14h30, donc c'est pile les mauvais horaires. Donc je pense qu'on attendra pendant 3-4 jours le point de 15h pour faire les vidéos, et puis lundi, par contre lundi ou mardi on retrouvera un horaire à 12h30. Alors soit la solution c'est que je fais les vidéos de vendredi, samedi, dimanche tard, ou soit je les fais très tôt. Ça avec le point de 7h. J'ai deux solutions, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser, mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner vraiment, à rajouter la petite cloche, à faire attention sur la chaîne si vous suivez les vidéos Vendée Globe, parce qu'au niveau des horaires, ça risque d'être légèrement décalé. Allez, on regarde un petit peu la situation sur les 24 dernières heures et ce qui s'est passé pour Sam Goodchild. Problème de pilote automatique du côté de Sam Goodchild. Qui était en plus en train de dormir quand ça lui est arrivé au Britannique. Donc voilà, il faisait dodo, tu vois, il était tranquille. Et puis d'un coup, hop là, un mouvement de bateau qui est pas normal. Il s'est retrouvé avec la barre entre les jambes. Il s'est dit, faut que je reprenne le contrôle très vite. Et donc problème de pilote automatique. Il a les pièces pour réparer. Pour le moment, alors, de ce que j'ai compris, c'est peut-être pas bon, j'ai l'impression qu'il utilise le pilote de secours, son deuxième pilote automatique, en attendant de pouvoir réparer dans une zone un petit peu plus calme. Son pilote numéro 1, il semblerait que ça soit un problème de support de vérin, enfin que ça soit au niveau du vérin du pilote automatique, où il y a un petit problème. Le vérin qui sert en fait à faire bouger la barre. Hein. De ce que j'ai compris, c'est ça le problème du côté de Sam Goodchild. Voilà, problème de pilote automatique. Mais pas de problème, il y a la pièce du secours dans le bateau, donc il y a des pièces pour réparer, il attend juste des zones un petit peu plus calmes. On poursuit avec Romain Athanasio, petit problème au niveau confort du côté de Romain Athanasio. Pour lui, il n'avait plus de chauffage, enfin il n'avait pas de chauffage en fait dans son bateau, il avait un problème technique sur son chauffage à moteur essence. Un moteur thermique pour Romain Athanasio, et en fait le problème c'est que de l'eau était rentrée dans le pot d'échappement, donc forcément le pot d'échappement était rempli d'eau, donc les gaz pouvaient pas s'échapper, les gaz d'échappement pouvaient pas s'échapper, donc le moteur s'étouffait tout simplement, et après avoir enlevé l'eau
du pot d'échappement, il a réussi à redémarrer son chauffage. Il l'a même utilisé pendant 1 heure. Il a dit, je me suis fait un petit plaisir, je l'ai utilisé pendant 1 heure. Et puis à l'intérieur du bateau de Romain Attanasio, voilà, il devait faire un petit peu de rangement un petit peu dans son bateau, parce que c'était un petit peu le bazar. Voilà, il disait qu'il engueulait ses enfants qui rangeaient pas leur chambre, et il disait, bon, bah, ils vont être contents, parce qu'en fait, je fais la même chose dans mon bateau. Pas facile l'éducation des enfants, des adolescents, surtout à distance. Du côté de Violette d'Orange et de Damien Seguin, on commence déjà avec Damien Seguin. Alors Damien Seguin, bon, il disait déjà en termes de stratégie, je suis monté très nord, pardon. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps au final en termes de distance pour un avantage qui n'était pas là. Parce qu'en fait, il a dit qu'il a eu quand même beaucoup de mer et surtout beaucoup de vent. Et du vent où parfois ça montait à 35 nœuds. Donc c'était loin d'être l'idéal du côté de Damien Seguin. Par contre, il a fait une vidéo qui est très intéressante. Et je vous invite à la regarder pour comprendre notamment le sommeil sur les IMOCA et sur les bateaux. Comment réussir à dormir dans ces bateaux. Eh bien, il explique ses méthodes un petit peu pour dormir rapidement, pour se réveiller aussi correctement et pour ne pas valdinguer dans le bateau. Et notamment, il a un matelas en mousse, une sorte de baquet en mousse allongé. Donc c'est très intéressant de voir ça. Du côté de Violette d'Orange, on remonte dans le classement. Violette d'Orange qui disait elle a eu un petit peu peur, voilà, il y a 2 jours, parce qu'elle a passé sa première tempête australe et elle disait c'était pas simple. Elle a eu l'impression à un moment de casser entièrement le bateau. Ça disait la mer était dans tous les sens. Elle entendait des bruits. Voilà, dans le bateau, elle se disait putain, je suis en train de tout péter, de tout casser. Donc elle a eu extrêmement peur. Et donc elle expliquait ça. Et moi je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir de la peur dans ces mers-là du Sud. Alors il ne faut pas que cette peur vous paralyse, mais c'est important d'avoir de la peur parce que si vous n'avez pas peur, vous allez faire du grand n'importe quoi et prendre beaucoup de risques. Et autant vous dire que prendre des risques sur un Vendée Globe, ça veut dire casser du matériel, ça veut dire casser du bateau et se mettre en danger. Je pense qu'il faut toujours ne pas oublier qu'on est dans une course certes, mais qu'on est aussi dans une situation où il faut éviter de se mettre en grand danger. Il faut être intelligent, il faut être lucide dans ses choix. Et je pense que la peur, jusqu'à un certain point, vous permet de garder, on va dire, la tête sur les épaules et à pas faire de conneries. Peut-être que certains s'emballent à certains moments et au bout d'un moment font des bêtises ou cassent du matériel. Tiens, en parlant de casse de matériel, c'est du côté de Tanguy Le Turquet, qui a cassé une voile qui s'appelle la Mule. C'est une voile de tempête. Donc c'est une voile qui est importante dans les mers du Sud, voilà, pour on va dire calmer le jeu, cette voile-là, et pour quand même continuer à avancer un petit peu, la Mule. Et donc c'est une petite voile et elle s'est déchirée complètement en deux. En fait, il a pris un grain, parce que je rappelle qu'on parle plus des nuages, mais il y a toujours voilà, des nuages et des zones qu'il faut traverser. Il a pris un gros grain et dans cette zone-là, voilà, qu'il a traversé. Là, si on regarde sur les 24 dernières heures, on va peut-être voir ça même. Voilà, il a traversé un grain, voilà, hop, et dans ce grain-là, il s'est fait un petit peu manger sa voile, déchirée complètement, donc inutilisable parce que ça consommerait beaucoup trop de pièces pour pouvoir la réparer au risque qu'elle déchire de nouveau. Donc c'est pas intéressant, on va dire, de la réparer cette voile-là. Donc voilà, du côté de Tanguy le Turquet qui était un petit peu énervé. Parce que voilà, c'est une voile qui est importante pour lui et encore une fois, il a un bateau qui était plutôt son jeu de voile est préparé pour les mers du Sud. Et c'est vrai que casser cette voile-là au bout de, on va dire, moins d'une dizaine de jours dans les mers du Sud, c'est un petit peu embêtant, mais encore une fois, c'est peut-être aussi le fait que Tanguy Le Turquet est passé dans beaucoup de fronts déjà depuis le début de course, et au bout d'un moment, quand tu traverses des fronts, quand tu traverses de la mer un petit peu démontée, ça fragilise à la fois le bateau, mais dans du vent fort, ça fragilise les voiles aussi, et donc au bout d'un moment, ça peut créer des petites fissures dans les voiles et qui créent ensuite des déchirures, et des déchirures qui ouvrent complètement les voiles, comme dans le cas de Tanguy Le Turquet. Donc c'est dommage pour le concurrent français. Autre concurrent qui a eu un petit souci, mais un petit souci physique, c'est Sébastien Marcet, qui est pas très loin derrière Tanguy, en passant. Sébastien Marcet, avec son bateau qui est un petit peu plus âgé, qui va quand même vite, Sébastien Marcet, il a pris froid dans son bateau. Et oui, ça peut arriver.
Alors il n'a pas chopé on va dire un rhume, mais bon, en gros, il n'a pas chopé un, un virus, on va dire. Bon. Mais voilà, il a eu un coup de froid, donc un petit peu malade. Donc il est resté, voilà, il a fait des plus grosses siestes, il est resté dans sa banette, il a calmé un petit peu le jeu avec son bateau. Malgré tout, il est allé quand même vite sur les 24 dernières heures. Je crois que même c'est le bateau à dérive qui est allé le plus vite sur les 24 dernières heures. Et puis on termine avec Jinkun Shu, le chinois Jinkun Shu. Avant-dernier, non, il n'est plus avant-dernier, il est même passé devant notre ami belge. Parce qu'il est plus proche de la route idéale, tout simplement, il est plus proche du but. Du côté de Jinkun Shu, c'est pour ça qu'il est devant, parce qu'en réalité, si on prend ma petite barre, vous voyez qu'il est largement derrière notre ami belge qui est ici. Mais comme il est plus proche de la route idéale, ça veut dire qu'il est plus proche du but, et c'est un classement qui se fait aussi par rapport à la distance au but. Donc ce qui fait que ça lui permet, enfin c'est pour ça que je dis que c'est un classement par rapport à la route idéale, parce qu'en fait il faut aller le plus vite possible vers le but. Et donc ça permet à Jinkun Shu de passer 36e, mais Jinkun Shu il a eu un gros problème après avoir, au moment de passer le cap de Bonne-Espérance, il a cassé un hydrogénérateur, donc forcément hydrogénérateur cassé, ça veut dire qu'on recharge moins bien les batteries, et surtout c'est un hydrogénérateur qui était lié au pilote automatique, donc il faut faire des petites modifications dans le bateau pour que le pilote automatique ne soit plus relié directement à cet hydrogénérateur. Mais voilà, ça veut dire qu'il va recharger beaucoup moins les batteries désormais, qu'il va devoir consommer pas mal d'essence pour tenter voilà, de compenser cette casse d'hydrogénérateur. Alors je ne sais pas s'il a un hydrogénérateur de secours, normalement on a toujours un peu des pièces de secours sur les hydrogénérateurs, mais est-ce qu'il ne veut pas s'en servir? Est-ce qu'il n'en avait pas, Jinkun Shu? Ça, c'est la grande question, mais pour le moment, ça veut dire un déficit dans la recharge des batteries, donc un déficit d'électricité dans le bateau. Et ça peut être problématique. Bon, on regarde le classement. On commence avec Charlie Dalin. Charlie Dalin, on va dire que l'écart est à peu près stable avec Sébastien Simon. Si on regarde hier, 11h, le classement de 11h, il y avait 165 000. Eh bien, on a 163 000 désormais, donc un classement quasiment stable entre Sébastien Simon et Charlie Dalin. Charlie Dalin a fait 459 000 en 24 heures, mais vous voyez que Charlie Dalin s'est éloigné de l'océan Arctique, donc il s'est éloigné, on va dire, de la route idéale, parce que, alors certes, la route idéale est indiquée en rouge, mais en réalité, l'idée est de contourner l'Antarctique en faisant le moins de détours possible, donc en s'éloignant le moins possible de la zone d'exclusion arctique, parce que si on regarde un globe, il faut faire le tour de cet océan Arctique, et donc il faut passer le plus proche possible de cette zone-là, parce que vous faites le moins de kilomètres possible. Et à ce petit jeu-là, Charlie Dalin est monté un petit peu plus au nord que Sébastien Simon, qui lui est resté plutôt dans le vent pour continuer de cravacher. Encore une fois, avec son bateau qui est maintenant... qui est un peu à coloche-pied, quoi, son bateau à Sébastien Simon. C'est vrai qu'hier j'ai dit une petite bêtise, parce que j'ai dit que maintenant ça ressemble à un bateau à dérive droite. Oui, c'est pas un bateau à dérive droite, parce qu'un bateau à dérive droite, vous avez la dérive que vous pouvez mettre. C'est un bateau comme les IMOCA des années 2000, où je crois qu'il n'y avait pas de dérive droite. C'est vraiment que les traves qui permettent de faire avancer le bateau. Et donc il compense ça par le fait qu'il gîte énormément son bateau, donc il le penche énormément pour ne pas avoir trop de soucis, mais malgré le fait qu'il ait perdu un foil, il a toujours autant de vent dans le bateau, parce qu'on disait qu'en fait le bruit ne vient pas des foils. C'est vrai que moi je croyais que ça venait des foils, ça vient des safrans. Enfin c'est ce que disait Sébastien Simon, donc c'est les safrans avec les foils qui font beaucoup de bruit. Sur les bateaux à foil, c'est les safrans qui font du bruit, donc c'est-à-dire que même en perdant un foil, il n'a pas perdu beaucoup de bruit du côté de Sébastien Simon. Donc encore des belles cadences, des belles vitesses. Sauf que derrière, ça a tendance un peu à revenir. À revenir pourquoi? Sur Charlie Dalin, parce que ça a tendance à aller quand même vite pour Johan Richomme. Vraiment des images impressionnantes hier de sa vidéo du côté de Johan Richomme. Mais qui cravache en ce moment. Hier, il y avait 355 000 de retard par rapport à Charlie Dalin. Écart qui s'est quand même réduit à 324 000 à 23 heures. Et depuis, et même à 7 heures, il n'y avait plus que 309 000. L'écart a réaugmenté un peu à 320 000 sur les 4 dernières heures, parce que Charlie Dalin va à 80 000
contre 86 000 pour Johan Richomme, sauf qu'ils sont en décalage de trajectoire aussi. Donc du côté de Johan Richomme, et ben là en ce moment ça tartine pas mal, même si ce n'est pas le concurrent qui va le plus vite sur la journée. Ça va vite également pour Thomas Ruyant, mais un petit peu moins vite. Voilà que Johan Richomme, il a peut-être raté la bonne opportunité là de rattraper du retard, de rattraper un peu plus de retard que ça, parce qu'il a avancé qu'à 63 000 sur les 4 dernières heures. Les deux concurrents les plus rapides pour le moment, c'est les duettistes, parce que depuis quand même toutes les mers du Sud, ils sont ensemble. Bayou, Luven, 507 000 parcourus par Jérémy Bayou, et comme d'habitude, eh bien, il en parcourt un petit peu moins que Nicolas Luven, 520 000 pour le français de Holcim PRB, mais Jérémy Bayou sur Charal a tendance à faire des journées très régulières. Voilà, Jérémy Bayou. Il disait que les conditions n'étaient pas évidentes en mer. Jérémy Bayou, il a fait une vidéo avec Charal parce qu'il disait que la mer est courte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vagues. Voilà, les vagues s'enchaînent énormément et surtout toujours croisées. Donc voilà, ça veut dire que ça tape énormément dans le bateau. Et il disait que c'est très compliqué de dormir, de manger, de bouger sur le bateau. Il disait même qu'il est monté sur le pont pour changer une voile et qu'il s'est fait un petit peu emporter. Et ça peut être très dangereux parce que Yann Eliès, ça lui avait coûté une fracture du bassin, cette affaire-là. Alors dans des mers beaucoup plus sympathiques, dans l'Atlantique en plus, ça lui était arrivé Yann Eliès. Ça fait partie des grandes histoires même du Vendée Globe. Et du côté donc de Jérémy Bayou et Nicolas Luven, là en ce moment on tartine, hein, vous voyez 92 000 parcourus par Nicolas Luven sur les 4 dernières heures, 90 000 par Jérémy Bayou. Mais vous voyez, Jérémy Bayou a toujours un petit peu moins de performance que les autres bateaux. J'ai l'impression que ça va toujours une chouille moins vite sur Charal. Voilà, il y a toujours un peu moins de vitesse que le bateau qui est le plus rapide. Ça va quand même très vite et surtout ça veut dire qu'ils ont rattrapé du retard. Parce qu'ils étaient montés quasiment à 800 000 de retard, et là il n'y a plus que 673 000 et 678 000, en sachant que eux sont sur une latitude qui est assez proche quand même de Charlie Dalin. Ils sont moins au sud que Thomas Ruyant, Johan Richomme et Sébastien Simon, et surtout moins proche de la zone d'exclusion arctique. Et ils devraient passer le Cap Lewin aujourd'hui pour Jérémy Bayou et Nicolas Luven, qui vont très vite et qui ont rattrapé un petit peu de leur retard. On retrouve ensuite le groupe avec Sam Goodchild, avec Paul Meillat aussi. Ça avance dans ce groupe-là. 454 000 pour Goodchild, 457 pour Paul Meillat, Bestaven 478 000 également. Donc ça veut dire que ces trois concurrents-là vont également plus vite que le bateau de tête en ce moment de Charlie Dalin, enfin surtout Bestaven, puisque les deux autres non, pas vraiment, mais ils sont plus proches de la zone d'exclusion arctique, donc ça veut dire que leur retard un petit peu diminué. Et si on regarde bien Bestaven, eh bien il commence à recoller véritablement à ce groupe-là, parce que hier, si on regarde hier 11h, hier à 11h, il y avait quasiment 100 000 de retard par rapport à Sam Goodchild, et Paul Meillat était à 40 000 de Bestaven, et Bestaven avait quasiment 1000 000 de retard. Et vous allez voir que dans la journée, hop là, l'écart va diminuer au fur et à mesure, parce qu'il va beaucoup plus vite. Voilà, il y a un moment où il est quand même à 83 000 parcourus en 4 heures. Et donc ça va vite pour notre ami Bestaven, qui continue à enchaîner des grosses vitesses. Et surtout, du côté de Bestaven, on a repris quasiment 120 000 par rapport au bateau de tête. Donc ça c'est vraiment très bien, même si encore une fois il y a un décalage de trajectoire assez sensible. Boris Herman, lui, ça avance aussi du côté de Boris Herman. Alors il n'a pas repris grand chose par rapport au groupe de tête. Eux ils sont dans des conditions qui sont très instables, c'est ce que disait Samantha Davis, ce qui fait qu'ils sont obligés de faire énormément de changements de voile, beaucoup plus que devant, et dans des conditions qui restent difficiles, surtout que la température de l'eau elle est à 7 degrés, la température de l'air elle est à 10 degrés. Donc quand vous allez sur le pont changer de voile, vous avez le vent parce que le bateau continue d'avancer. Donc vous avez le vent dû au déplacement, donc qui refroidit encore plus votre corps. Donc c'est vraiment des conditions extrêmes pour changer les voiles. Et là vous voyez qu'en ce moment, donc ils sont dans des conditions, disais, assez instables au niveau du vent. Donc beaucoup de changements de voile pour Samantha Davis et pour tous les concurrents. Donc ce qui fait que Samantha Davis n'avance qu'à 450 000 en 24 heures, mais 80 000 de parcours sur les 4 dernières heures.
Mais c'est Clarisse Kremer là, qui va vite, 481 000 de parcouru, 85,5 sur les 4 dernières heures. Donc c'est plus rapide que Justine Métro, c'est plus rapide également que Boris Herrmann, et ça fait même partie des bateaux les plus rapides en ce moment de la flotte du côté de Clarisse Kremer, qui n'a donc plus que 10 000 de retard sur Samantha Davis et une cinquantaine de milles sur Justine Métro et 60 sur Boris Herrmann, alors qu'hier à 11 heures les écarts devaient être un peu plus importants. Hier à 11 heures il y avait 1295. Oh non, ça s'est un peu stabilisé, on va dire, en termes d'écart pour Justine Métro. En sachant que là, pour ce groupe-là, ça va pas être évident parce qu'il va falloir jouer avec cette zone d'exclusion, cette zone des glaces sur le bout. Donc il va falloir un petit peu remonter en termes de trajectoire. Donc il va falloir jouer avec ça, ça va pas être évident. Romain Attanasio, Benjamin Dutreux, eux ils ont eu un petit peu de molle, donc des vitesses un petit peu moins fortes. 363 000 pour Romain Attanasio, 382 pour Pip Air. Benjamin Dutreux qui est toujours un petit peu devant eux, donc a réussi à conserver un petit peu plus de vitesse, mais eux ils vont être dans une situation compliquée avec cette zone de molle assez importante qui doit un petit peu leur venir dessus dans les heures à venir. Donc il va falloir trouver une solution, soit passer plus sud, soit passer plus nord. J'ai l'impression que Pip Air et Romain Attanasio essayent de passer plus nord, c'est également le cas pour Dutreux. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Ça c'est la grande question. Du côté de Damien Seguin, donc vitesse à 366 000, donc pas exceptionnel dans cette route nord. Et puis la distance par rapport à Pip Air, elle est énorme désormais, hein. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé hier, mais il y a 450 000, donc à peu près un jour de navigation d'écart entre Pip Air et Damien Seguin. Et en même temps, Damien Seguin, il a aussi 300 000 d'avance sur Jean Le Cam. Donc il est dans une sorte de no man's land, un peu tout seul. Et ça ne doit pas être facile à gérer pour Damien Seguin. Jean Le Cam, lui, il continue à avancer. 354 000 de parcouru, donc il n'a pas perdu grand-chose par rapport aux autres bateaux à dérive droite dans cette bagarre. Il avance dans les mêmes moyennes également que Joschke et Roura, qui, je rappelle, ont des bateaux à foil, contrairement à lui. Donc soit ça veut dire que Isabelle Joschke va pas vite, mais je pense surtout que le bateau est performant, le bateau de Jean Le Cam. Et c'est surtout en fait Alan Roura qui a des moyennes qui sont pas exceptionnelles. Alan Roura qui a appris qu'il avait que sa cuisine allait arriver chez lui. Voilà, il avait commandé une cuisine, elle va arriver. Il était en train de faire un peu le lave-vaisselle avec l'eau de mer qui a nettoyé un peu tous ces ustensiles de cuisine. Mais quand vous regardez, Isabelle Joschke, c'est 354 000, c'est 359 pour Alan Roura. Je rappelle que Isabelle Joschke, c'est un bateau qui est bien plus âgé qu'Alan Roura, même si c'est un bateau à foil. Donc c'est assez surprenant quand même, hein, les moyennes de Alan Roura. Ça aura été un cycle de Vendée Globe quand même très compliqué pour Alan Roura, avec ce bateau-là d'Alex Thompson, qui n'a jamais vraiment réussi, j'ai l'impression, à utiliser à son plein potentiel. On retrouve derrière la bagarre des dérives droites avec les poursuivants, qui sont à 200 000 à peu près de Jean Le Cam. On va regarder s'ils ont pris un petit peu de temps par rapport à hier. Donc non, il y avait 200 000, 300 000. Il y avait 300 000 si, et ils sont maintenant plutôt à 200 000 de retard. Donc si ça avance un petit peu plus vite, Tanguy Le Turquet, voilà, vous voyez, 380 000 de parcouru. Pareil pour Sébastien Marcet avec vraiment les mêmes chiffres, hein, quasiment les mêmes moyennes. Vous voyez, donc ça c'est assez surprenant. Et puis avec surtout un Sébastien Marcet qui a une VMC par contre qui est meilleure que celle de Tanguy Le Turquet. Donc c'est-à-dire qu'il est allé plus est, il a réussi à avoir une route plus directe que Tanguy Le Turquet. Vous voyez également que ça va vite pour Violette d'Orange, 370 000. Benjamin Ferré, également 373 000. Benjamin Ferré qui a perdu son record de vitesse. C'était lui qui avait techniquement la vitesse la plus rapide entre 2 points sur 30 minutes. Il ne l'a plus. Le Vendée Globe a réglé, on va dire, cette anomalie au niveau du classement. Voilà, il a fallu quand même 3 jours ou 4 jours pour régler cette anomalie. Vive la technologie en 2024. Mais voilà, ce n'est plus Benjamin Ferré qui a le record de vitesse. Donc c'est de nouveau Sébastien Simon. Et aux alentours de 28 nœuds parcourus en 30... la vitesse moyenne en 30 minutes. Voilà. Donc du côté de Benjamin Ferré, on est 26e. Vous voyez que ça reste quand même assez serré, hein.
dans cette bagarre pour les bateaux à dérive droite, parce que Jean Le Cam, donc 2546 000, Louis Duc n'est pas distancé, Violette d'Orange non plus, Benjamin Ferré non plus. Je dirais que jusqu'à Guirec Soudé et même Conrad Coleman, on peut encore penser à faire quelque chose, parce que Éric Bellion, au final, il est à 500 000, Éric Bellion. 500 000, c'est une journée et demie de navigation. Donc c'est pas si énorme que ça. Donc on voit que pour le moment, c'est assez intéressant en termes de vitesse dans ce groupe-là. Et puis donc Sébastien Marcet, malgré son coup de froid, a réussi donc à faire la même vitesse que Tanguy Le Turquet. Tanguy Le Turquet, malgré sa voile déchirée, qui sont donc les deux bateaux à dérive droite qui ont été les plus rapides sur les 24 dernières heures. Derrière, on retrouve un petit peu le reste de la flotte. Donc, vous voyez toujours Guirec Soudé et Louis Duc qui sont sur une voie bien plus au sud. Donc, potentiellement avec des fronts plus musclés, plus costauds dans cette zone-là. Et puis donc Conrad Coleman qui avance très bien aussi, 378 000 de parcouru avec son bateau, je rappelle, équipé de panneaux solaires. Et Éric Bellion également a retrouvé pas mal de vitesse. Et donc Éric Bellion va un petit peu plus vite que Jean Le Cam, mais dans des conditions de vent qui étaient différentes. Oliver Air, lui, se fait un petit peu distancer désormais, comme Antoine Cornic. Encore une fois, Antoine Cornic dans des conditions de mer, de vent extrêmement difficiles. Depuis le début de course, il est à chaque fois le plus au sud, à chaque fois le concurrent dans le plus de mer. Bon, on sait qu'il a un bateau qui est âgé, mais voilà, je trouve que de temps en temps, ça serait peut-être bien de calmer un petit peu le jeu, d'aller dans des zones un petit peu plus au nord. On voit que ça avance quand même pas mal. Quand vous voyez par exemple Sébastien Marcet sur Foussier, qui a une route un petit peu plus nord sur un bateau qui a 1 an d'écart, qui a un bateau qui est aussi assez rustique, on va dire, et qui arrive quand même à faire des bonnes moyennes sur la voie nord, alors que voilà, Antoine Cornic, c'était peut-être bien un moment de passer plein sud, mais il aurait peut-être fallu un petit peu un moment remonter au nord pour aller dans des conditions moins difficiles. Et puis donc vous voyez Jinkunshu qui va vite par rapport non, qui va même moins vite qu'Amédéo et que Manuel Cousin. Donc non, c'est toujours Amédéo et Manuel Cousin qui vont plus vite. Manuel Cousin qui a passé le Cap Horn avec un petit gâteau au chocolat que lui a fait un petit chocolatier tout préparé. Voilà, il y avait tout. C'était un peu comme les préparations Alsa. Vous savez, là, avec les fondants, les moelleux au chocolat, c'est un petit peu la même chose. Et il s'est fait donc son petit gâteau au chocolat, Manuel Cousin. Le concurrent le plus lent, pas de chance pour lui, ça reste Salboche Verès qui est empêtré dans cet anticyclone de Sainte-Hélène, complètement bloqué, avec une vitesse de seulement 166 000 parcourus sur les 24 dernières heures et seulement 13 000 parcourus sur les 4 dernières heures, c'est-à-dire une vitesse à peu près de 3 nœuds. Bon, c'est à peu près 6 km/h, donc c'est-à-dire qu'à pied, on va quasiment aussi vite. Bon, c'est un petit peu le problème pour Salboche Verès. Allez, on regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures. Les statistiques. Alors déjà, le record du Cap de Bonne-Espérance, du Cap Lewin, n'a pas été battu. Voilà, Charlie Dalin, qui est le premier dans ce Cap Lewin, a un petit peu de retard par rapport au record d'Armel Lecléache. Ce retard est de 6 heures. Donc ça reste quand même là aussi un retard extrêmement raisonnable pour le moment pour lui. Si on regarde au niveau du record, du temps mis entre les deux caps, est-ce que j'ai la vitesse ? Non, j'ai pas les temps. Si, Bonne-Espérance, on est passé donc en 19 jours et 3 heures, c'est-à-dire avec quand même du temps de retard par rapport au record à ce moment-là, qui était donc de 17 jours. On avait quasiment 1 jour et demi de retard. On a quand même repris pas mal de temps du côté de Charlie Dalin, puisque 1 jour et demi de retard, donc à peu près une trentaine d'heures, on est passé à seulement 6 heures de retard. Donc c'est-à-dire que Charlie Dalin a été plus vite entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Lewin que Armel Lecléache à ce moment-là. Donc ça veut dire que ça a quand même pas mal tartiné pour lui entre les deux caps. Donc ça veut dire que ça va vite pour le moment. Pour lui, ouais, ça tartine énormément. Oui, j'ai pas de temps, voilà, de référence sur les records intermédiaires. Le record entre Bonne-Espérance et Lewin, c'était Michel Desjoyaux qui avait fait 10 jours, 6 heures. Et là, on a fait
eh bien 10 jours pile, j'ai l'impression, pour Charlie Dalin. Donc pour moi, il devrait avoir le record entre Cap de Bonne-Espérance et Cap Lewin à vérifier, encore une fois, mais je pense qu'il devrait avoir ce record-là entre Bonne-Espérance et Cap Lewin, parce que pour moi, il a été plus vite que Michel Desjoyaux. Disons, c'est un record qui était assez âgé, le record de Michel Desjoyaux, mais qui avait tartiné à ce moment-là, parce qu'il venait de l'arrière. Michel Desjoyaux en 2008, pour ceux qui se souviennent, c'était une situation qui était très compliquée. Il était parti, au bout d'un jour et demi, il est obligé de repartir en arrière, donc il revient avec 2 jours de retard. Enfin, il redémarre avec 2 jours de retard sur tout le monde, après, on va dire, un faux départ, et il arrive à remonter tout le monde et à s'imposer. Ça a été presque magistral la manière dont il a couru ce Vendée Globe, Michel Desjoyaux, en 2008-2009. On va donc juste regarder les distances parcourues en 24 heures pour vous dire, donc c'est Nicolas Luven qui a fait 520 000 en 24 heures, c'est quand même quasiment 100 000 de moins que le record de Sébastien Simon. Et puis Jérémy Bayou est juste derrière, mais voilà, avec 13 000 d'écart, ce qui représente une 25 km entre les deux. Ensuite, on retrouve donc Clarisse Kremer qui va très vite, plus vite que Yannick Bestaven, 4e, et Justine Métro, 5e, et surtout Clarisse Kremer, elle a mis quand même 30 km à Justine Métro et à Boris Herman, et Samantha Davis, elle lui a mis quand même 60 km dans la vue. Donc ça, c'est pas mal du côté de Clarisse Kremer. Charlie Dalin, lui, est 7e dans ce classement avec 459 000 de parcouru, c'est-à-dire qu'il a parcouru 110 km, 115 km de moins que Nicolas Lunven. Et puis Paul Meillat est 8e devant Sam Goodchild, 9e, et donc Samantha Davis 10e. Donc désormais, c'est de nouveau Sébastien Simon qui a le record de vitesse en 30 minutes avec 28 nœuds 81, c'est-à-dire à peu près 53 km/h. Là aussi, il y a eu des modifications dans ce classement parce que Pip Air est désormais 4e avec 28 nœuds de moyenne en 30 minutes. Je vous avais dit, je trouvais que c'était assez bizarre qu'elle soit aussi bas dans le classement, Pip Air. Et puis Isabelle Yoshke est 10e aussi dans les modifications. Damien Seguin est 8e. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements dans ce petit classement. Et puis l'écart entre Salboche Verès et Charlie Dalin s'est bien entendu agrandi avec 10 567 km d'écart, c'est-à-dire 5 705 nœuds. Et Charlie Dalin a désormais toujours 321 000 de retard sur Armel Lecléache, c'est-à-dire à peu près entre 500 et 600 km. Voilà, par rapport au record de 2016-2017. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, même heure, on se retrouve pour faire la vidéo du 31e jour de course. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc, pour la fin de semaine, faites attention, voilà, sur les horaires de mise en ligne des vidéos qui seront un petit peu différents. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.